Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible. Aujourd'hui, je souhaite vous partager mes propres expériences paranormales et vous raconter mon histoire, ou plutôt mes histoires, du moins certaines que je vous ai sélectionnées. En effet, certains d'entre vous me connaissent, d'autres un peu moins, c'est pourquoi aujourd'hui je prends la parole pour vous partager mes propres expériences et afin que vous puissiez comprendre quel est mon rapport avec le paranormal. Il faut savoir que depuis toujours, je suis confrontée à des phénomènes particuliers, hors normes, mais ça je ne le comprendrai que bien plus tard. Parmi ces histoires, certaines sont plutôt positives, bienveillantes, d'autres un peu moins. Je ne vais pas tout vous raconter, sinon nous en aurions pour certainement plusieurs heures ensemble. Je vais vous raconter les expériences qui m'ont le plus marquée et qui sont les plus significatives, des expériences auxquelles tout le monde pourrait être confronté sans faire intervenir forcément la médiumnité. J'ai d'autres histoires liées aux perceptions que je peux avoir, mais celles-là sont pour moi d'un autre ordre. Je m'appelle Virginie, j'ai 38 ans et j'habite dans les Hauts-de-France. La première histoire que je souhaite vous raconter remonte à il y a déjà plus d'une vingtaine d'années. J'étais alors âgée de 17 ans, tout juste. Je venais de perdre mon grand-père, auquel j'étais vraiment très très attachée. On avait une relation très fusionnelle ensemble. Il faut savoir que depuis l'âge de 15 ans, pour des raisons familiales, je vivais chez mes grands-parents, donc paternels, mon grand-père et ma grand-mère, Livio et Nelly. Ma chambre était située au deuxième étage d'une grande maison typique du nord de la France, une maison de 1930 en briques, donc constituée d'un rez-de-chaussée, un premier étage et un second étage. Mes grands-parents étaient très âgés, ils avaient plus de 80 ans, et pour des raisons de santé, ils dormaient depuis déjà quelques années au rez-de-chaussée. Ils avaient aménagé une chambre au rez-de-chaussée pour eux. Mon grand-père décède en janvier 2003. Et c'est pour moi un véritable tsunami émotionnel. Je perds complètement mes repères parce qu'il faisait partie de mes piliers dans la vie. Il avait toujours eu un rôle extrêmement protecteur avec moi, un rôle de père. Donc il est âgé, il est malade, il décède en janvier 2003, mais pour moi, même si c'était envisageable compte tenu de son état de santé, j'allais avoir 17 ans au moment de son décès. Et j'avais un rapport à la mort qui était extrêmement compliqué. Je ne pouvais pas le toucher une fois qu'il était décédé. Je l'ai fait vraiment du bout des doigts avant qu'on referme le cercueil pour dire de ne pas avoir à le regretter. Mais ça me faisait vraiment l'aspect d'une coquille vide et je sentais bien qu'il n'était plus là. Donc pour moi, ce corps sans vie était vraiment le corps d'un étranger. Du jour au lendemain, je passais tous les jours au cimetière, pleurer sur sa tombe. C'était vraiment extrêmement difficile pour moi. Je me retrouvais seule avec ma grand-mère, qui venait de perdre son mari. Ils étaient mariés depuis plus de 50 ans. Je devais donc gérer aussi ma grand-mère, qui était dans le déni, qui avait du mal à se rendre compte que son mari n'était plus là. Donc ça a été vraiment une période extrêmement difficile à vivre. Chaque deuil est difficile, mais par expérience, je me rends bien compte que certains plus que d'autres. Et c'était vraiment le premier deuil conscient que j'avais à affronter. Et je n'arrivais pas à m'en remettre. Je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Environ 2 à 3 mois après son décès, je dormais dans mon lit, donc dans ma chambre au deuxième étage. Tout à coup, j'ai été réveillée par un bruit insistant. Dans cette chambre, je dormais dans un lit au milieu de la pièce. C'était une très grande chambre, un lit de 2 personnes, et il y avait plusieurs armoires anciennes en bois très très lourdes, du bois tout travaillé, avec une armoire qui était à droite de mon lit quand on était face au lit, donc elle était sur la droite, et une armoire 3 portes avec 2 portes très lourdes en bois et une grande porte au milieu avec un miroir. Cette armoire, je l'ai toujours connue. Ce matin-là, j'entends tac 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 non-stop. Ça me réveille, je me fige dans mon lit parce que j'entends que le bruit vient juste derrière moi. Je tournais le dos en fait à l'armoire. Je me cache sous mes couvertures et ça va durer comme ça pendant, je ne sais pas moi, peut-être 30 secondes, une minute, mais ça m'a paru une éternité. J'ai senti, vous savez, le sang dans les veines qui se glace. J'étais figée, je ne pouvais pas bouger, j'ai mis un long moment avant de réagir.
Quand il y a eu le bruit malgré tout, je me suis brièvement retournée et je me suis aperçue que c'était la porte centrale de l'armoire, donc celle avec le miroir, qui claquait, qui vibrait. Et elle faisait un bruit énorme. Il n'y avait aucune explication à ça. J'ai tellement pris peur que pendant au moins un mois, j'ai dormi dans le lit de ma grand-mère avec elle au rez-de-chaussée parce que je n'osais plus aller dans ma chambre. Au bout d'un moment, j'oublie plus ou moins ce phénomène. Disons que, vous voyez, 20 ans après, je m'en souviens encore, mais je le mets un peu de côté en me disant que peut-être j'ai imaginé tout ça, que peut-être rien ne s'est passé, qu'il y a une autre explication du moins. Et je commence à redormir dans ma chambre et j'ai toujours cette profonde tristesse avec mon grand-père. Mon grand-père était italien et j'aime beaucoup chanter. C'est un moyen d'expression pour moi. Je chantais en boucle La Solitudine de Laura Pausini, qui représentait bien à ce moment-là mon état d'esprit. Et un jour, je rentre dans ma chambre au second étage, chambre dans laquelle personne ne se rendait puisque ma grand-mère n'était plus en capacité de monter les escaliers et que nous vivions toutes les deux. Il faut savoir que ma chambre était malgré tout fermée à clé, pour d'autres raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle était fermée à clé. Je rentre dans ma chambre et je m'aperçois que sur la table de chevet est posé un mouchoir en tissu plié en 4. Mon grand-père utilisait uniquement des mouchoirs en tissu qui étaient rangés dans un meuble au rez-de-chaussée dans un tiroir, toujours au même endroit. Je reste figée, interpellée en me demandant mais comment ce mouchoir a pu atterrir sur ma table de chevet. Et je n'ai toujours pas l'explication 20 ans plus tard. Ce n'était pas ma grand-mère, ce n'était pas moi. Donc je l'ai pris comme un signe de mon grand-père. Un peu de temps se passe. Je passe mon baccalauréat, donc vers le mois de juin. Et le matin d'une de mes épreuves, je crois que c'était la dernière épreuve, je descends l'escalier du 2e étage, j'arrive au niveau du 1er étage où il y a un grand palier. Et sur ce palier, qui est tellement grand, il y a 3 chambres et une grande armoire, 3 portes également, dans laquelle étaient rangées les affaires d'été de mes grands-parents lorsqu'ils partaient encore en vacances. Et là, je vois les 3 portes de l'armoire grandes ouvertes, avec les serrures encore fermées. Donc, je ne sais même pas comment elles ont pu s'ouvrir ces portes. Il y avait des clés sur chaque porte et les serrures étaient fermées à clé. Les portes étaient grandes ouvertes avec la serrure encore fermée. Pareil, je regarde cette scène dans l'escalier, je reste figée sur place, le temps de réaliser mais pourquoi l'armoire est ouverte comme ça. Je passe devant tous les jours, je sais que ma grand-mère ne peut pas monter. Donc je descends, je suis vraiment troublée et je demande à ma grand-mère si c'est elle qui est allée dans l'armoire et elle me dit mais non, c'est les affaires d'été, pourquoi j'aurais été là-dedans? Et je lui explique ce qui s'est passé et elle me dit ah mais ça c'est ton grand-père. Donc voilà, des petits clins d'œil que j'ai pu avoir mais qui à l'époque me faisaient vraiment très très peur et je suis persuadée aujourd'hui que c'est mon grand-père qui a voulu me faire un petit clin d'œil sans forcément vouloir me faire peur bien sûr, mais pour me secouer un peu parce qu'il ne supportait pas de me voir pleurer de son vivant. Donc j'imagine bien que de là où il est, c'est pareil. Voilà pour la première petite anecdote avec mon grand-père. La seconde histoire que je souhaite vous raconter concerne cette fois-ci ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle chez qui je vivais. Ma grand-mère est décédée 1 an et demi après mon grand-père, donc en 2004. En 2004, c'est l'année de mes 18 ans. Ma situation familiale est très complexe, notamment avec mon père, ce qui fait que à l'âge de 18 ans, tout juste, je quitte la maison de ma grand-mère pour prendre mon appartement. Donc avec mon petit copain, qui est aujourd'hui mon mari, nous prenons notre premier appartement dans lequel nous allons rester assez peu de temps parce que c'était un premier logement et qu'il était finalement insalubre une fois qu'on s'en est rendu compte une fois qu'on vivait dedans. Mais lors de l'emménagement, donc nous sommes en mai, ma grand-mère est toujours en vie, elle vient visiter l'appartement, elle vient manger avec nous, tout va bien. Les vacances arrivent, les vacances d'été, je pars en vacances avec mon mari et je dis au revoir à ma grand-mère. Et je sais à ce moment-là, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je sais à ce moment-là quand je sors de la maison, je suis en pleurs parce que je sais que je ne la reverrai plus. Je ne sais pas l'expliquer, je le sais. Je dis à mon mari, il me demande pourquoi je me mets dans un état pareil, et je dis je ne la reverrai plus, je le sais. Ça m'a fait la même chose avec mon grand-père qui devait rentrer à l'hôpital. Je savais qu'il allait arriver quelque chose. Bon, c'est tout, ça c'est une petite précision. Ma grand-mère décède pendant que je suis en vacances. On rentre en catastrophe, il faut savoir qu'on est à 2000 km de là, au Portugal. On rentre en catastrophe pour
pour assister à l'enterrement. La situation étant conflictuelle avec mon père, je ne peux rien récupérer dans la maison. Je n'ai plus le droit d'entrer dans la maison. La seule chose que j'ai de ma grand-mère, c'est une photographie que je vous montre. Une photographie qu'elle avait fait faire lorsqu'elle était jeune, elle avait une vingtaine d'années, par un photographe. Cette photographie, elle me l'avait montrée à un moment donné, je l'avais gardée dans mes affaires et je l'ai embarquée avec moi, sans savoir. En septembre, on déménage. L'appartement où nous sommes étant insalubre, on trouve un autre appartement dans le quartier, le même quartier que celui dans lequel j'ai grandi, où il y a la maison de mes grands-parents. C'est un appartement qui nous convient parfaitement, dans lequel on va rester 2 ans. On emménage dans cet appartement, tout se passe bien, et puis la vie fait que nous sommes amenés à déménager à nouveau, et un jour, quelques années plus tard, lors d'un autre déménagement, je retrouve dans mes affaires la photo de ma grand-mère. Et je m'aperçois que cette photo, en réalité, est repliée sur une pochette. Je ne m'en étais jamais aperçue. Et donc j'essaye de décoller cette pochette. Et d'ailleurs j'abîme un peu le coin de la pochette, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et lorsque j'arrive à la décoller, c'est une très vieille photo, hein, donc forcément le papier s'était collé contre lui-même. Je m'aperçois qu'il y a le nom du photographe ainsi que son adresse. Et que l'adresse en question est la même que l'appartement dans lequel j'ai emménagé environ 1 mois et demi après son décès. Donc je suis persuadée que tout a une raison d'être et je ne crois absolument pas au hasard et plein de phénomènes dans ma vie, plein de circonstances m'ont fait comprendre que le hasard n'existe absolument pas. Et c'est une façon de me dire que ma grand-mère est là et que tout a une raison d'être, je pense. Donc voilà, j'ai toujours cette photo et cette histoire m'a profondément marquée. C'est quand même une drôle de coïncidence. Il faut savoir que dans tous les lieux où j'ai vécu quasiment, il m'est arrivé des choses un peu bizarres, plus ou moins lourdes selon les lieux. Mais partout en fait, il m'est arrivé des phénomènes un peu étranges. La vie avance, je deviens maman en 2008. En 2009, on emménage dans une maison sur l'île qu'on prend en location. En colocation avec donc mon mari, mon fils et moi, et la sœur de mon mari. Donc nous emménageons dans cette maison qui est un peu défraîchie par le temps. Disons que cette solution est la plus pratique d'un point de vue économique pour nous. On n'a pas vraiment le choix, donc on emménage dans cette maison. On va y rester environ 4 ans. Il y a des pièces dans lesquelles je me sens extrêmement mal à l'aise, voire certaines dans lesquelles je n'arrive pas à aller. À la cave, on retrouve du buis béni, posé dans les coins de la cave. C'est tout. La cave, pareil, j'ai dû y descendre 2 fois, je pense, sur 4 ans. Je n'y allais jamais. L'endroit où je me sens le mieux, c'est la cuisine. La cuisine qui est ouverte sur le séjour, elle est lumineuse, cette pièce, il y a du soleil. Et c'est un endroit où on se retrouve autour de la table qui est assez convivial, donc un endroit où je me sens bien. Ma chambre, pas terrible. La chambre de mon fils me fait froid dans le dos à chaque fois que je la trouve glaciale, cette chambre. Et à chaque fois que je passe devant, je suis obligée de regarder, comme s'il y avait quelqu'un qui allait surgir. La porte est toujours ouverte, mon fils est tout petit. Donc voilà, c'est une pièce que je n'aime pas du tout. Et il reste une chambre au 2e étage qui est la plus grande chambre qu'on a laissée à ma belle-sœur. Et cette chambre, je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas, je n'arrive pas à y aller. J'ai dû y monter vraiment par obligation à 2 reprises en 4 ans. Je ne la supporte pas. C'est impossible pour moi de rester dans cette pièce. Lorsque je vis dans cette maison, mon mari va commencer à partir travailler en déplacement, donc il est absent toute la semaine et il ne rentre que le week-end, donc je vis avec ma belle-sœur et mon fils. Et à partir du moment où il commence à partir travailler en déplacement, certains phénomènes vont commencer à se produire. Alors déjà, il faut savoir que le fait d'avoir 1 an après avoir emménagé dans cette maison, je commence à avoir de gros problèmes de santé. Vraiment de gros problèmes de santé, on n'arrive pas à trouver ce que j'ai, mais je ne vais pas bien du tout. Voilà, je vais mettre des années à avoir un diagnostic, j'ai toujours cette maladie aujourd'hui, mais j'allais très bien avant. Et au bout d'1 an, vraiment, rien ne va plus. J'ai 24 ans à ce moment-là, quand je commence à tomber malade. Mon mari part travailler en déplacement et je commence à sentir une présence auprès de mon lit le soir et la nuit, à voir une ombre noire dans le coin de la pièce. Je me sens pas bien du tout.
Il commence à y avoir des drôles de phénomènes, on se sent vraiment pas à l'aise dans la maison et j'ai par exemple des jouets de mon fils qui sont au rez-de-chaussée, on laisse un bac à jouets au rez-de-chaussée. Parmi ces jouets, il y a une voiture. Une voiture télécommandée, mais une grosse voiture en plastique pour les tout petits, qui est éteinte lorsqu'ils ne jouent pas avec. Et la voiture, parfois, quand je passe à côté, elle fait comme si elle allait me foncer dessus, d'avant en arrière, et les phares s'allument quand la voiture est allumée et qu'on la fait rouler. Et là, sans que personne ne touche à rien, la voiture fait comme si elle va me foncer dessus. Ça me l'a fait plusieurs fois. Un jour, je suis dans la cuisine et je suis très triste. Je pense à mes grands-parents qui sont décédés, ça doit faire 5-6 ans. Et j'arrive pas à me remettre de leur décès, c'est très compliqué. Il me manque et donc je fais quelques recherches et je trouve sur Internet qu'on peut, en prenant une photo, essayer d'établir un contact et de recevoir un message de nos défunts. Donc je tente l'expérience, je m'assois à la table de la cuisine, je prends une photo de mes grands-parents, j'allume une petite bougie et avec toute la tristesse qui est la mienne, j'essaye de leur parler pour établir un contact. Quelques minutes se passent, je reste dans le silence, j'attends, je me concentre. Et là, d'un coup, j'entends venir du couloir, au niveau de la porte d'entrée, je ne sais pas trop, une voix caverneuse. J'ai tout éteint. Je n'en ai pas parlé à mon mari pendant des années. C'est des années après que je lui ai raconté ce que j'avais fait. Et ça m'a fait extrêmement peur. Vraiment extrêmement peur. Cette maison, on n'était pas tout seul. Et on a appris en fait par la suite que la propriétaire qui nous louait la maison, qui n'était pas très âgée, elle devait avoir une quarantaine d'années, l'a gardée pour son fils, puisqu'elle avait vécu dans cette maison avec son mari. Son mari a été très malade et qu'il est décédé. Alors je ne sais pas s'il est décédé dans la maison, mais ça j'ai envie de vous dire, peu importe. Je pense pas que ça retienne les défunts, les murs. En tout cas, il est clair qu'il a été très malade lorsqu'il vivait là. Et bizarrement, mes problèmes de santé se sont déclenchés à partir du moment où j'ai vécu dans cet endroit, ainsi qu'un tas de phénomènes. J'avais fait venir à l'époque une dame que je connaissais, qui avait certaines perceptions et qui m'avait confirmé ces informations. Il y avait vraiment quelque chose de très sombre dans cette maison. Voilà, des bruits, des phénomènes quand même assez malaisants. Et j'étais très heureuse quand je suis partie de cet endroit. Tant j'y suis restée 4 ans vraiment par la force des choses. Mais je me sentais très mal dans cette maison, à part dans la cuisine. Donc voilà pour cette petite histoire. On avance un peu dans le temps, je fête mes 30 ans. Et on a acheté avec mon mari notre premier appartement. Ça fait quelques mois qu'on vit là, c'est un appartement tout neuf. On est au 4e étage et on se sent vraiment très très bien dans cet appartement, mais comme dans chaque endroit où je vis, souvent l'impression d'être observée, de ne pas être seule quand je suis dans une pièce, mais rien de bien méchant. Donc je fais abstraction. Une nuit, mon fils dort chez ses grands-parents, donc les parents de mon mari, donc on est seul dans l'appartement. À cette époque-là, on a 2 chats qui dorment dans le séjour la nuit. Et il y a 2 portes qui nous séparent de la chambre puisqu'il y a un palier intermédiaire avant de pouvoir accéder à la chambre. Un soir, on va se coucher, donc mon fils n'est pas là, on va se coucher avec mon mari dans notre chambre, on dort, et vers 2-3 heures du matin, je ne sais plus exactement, je sens un courant d'air sur mon pied qui est en dehors de la couverture. Je sens un courant d'air qui me réveille. Je ne sais pas pourquoi, ça me réveille. Et je trouve ça un peu étrange, mais pas dérangeant plus que ça. Encore à moitié endormie, forcément. Et là, je m'aperçois qu'il y a une odeur un peu bizarre dans la pièce. Je sens mes draps, je sens mes vêtements, je me dis tiens, ça sent bizarre, mais sans réussir à déterminer vraiment quelle est cette odeur. C'est léger, mais désagréable. Et puis, impossible de me rendormir, cette odeur est là, je n'arrive pas à me rendormir, ça me gêne vraiment. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à l'extérieur. Il faut savoir qu'on habitait dans un quartier un peu sensible qui était en cours de restructuration. Et donc, il arrivait fréquemment qu'il y ait des incendies de voitures ou de poubelles dans le quartier. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être un incendie dans la rue. Et je me lève, je pars dans la salle de bain. Donc, pour partir dans la salle de bain, je passe sur le palier. Et là, l'odeur est plus forte. Et je me rends compte qu'en fait, ça sent le brûlé, une odeur de brûlé. Et donc, je vais voir à la fenêtre de la salle de bain
s'il y a un incendie. Je ne vois rien, pas de fumée dans la rue, rien qui brûle. Je me dis, bon, c'est peut-être dans l'immeuble, donc j'ouvre la porte qui donne sur le séjour, et là, mes chats courent à toute vitesse dans ma chambre, ils ont le museau qui coule, ils partent se cacher sous mon lit, et en fait, tout mon séjour est complètement enfumé. On ne voit pas à 5 centimètres devant soi. Donc je pars en catastrophe réveiller mon mari. On arrive tant bien que mal à aller ouvrir la baie vitrée, le volet et la baie vitrée qui donne sur notre terrasse pour pouvoir aérer et sortir. Je prends mon téléphone, j'appelle les pompiers, on essaie de regarder si ça vient de l'immeuble, les pompiers nous posent des questions au téléphone. On se rend compte qu'en fait l'incendie vient de notre appartement. Il y a mon chat qui a fait tomber un carton et qui a certainement allumé la plaque vitrocéramique. Le carton a pris feu et le mur a commencé à prendre feu, ainsi que certains éléments dans la cuisine. Enfin bref, on se rend compte que ça vient de chez nous. Donc on arrive à maîtriser ce départ d'incendie. Bon, par contre, il y a une fumée dingue. Je vais devoir faire venir des entreprises pour la suie, pour tout nettoyer. C'est irrespirable et l'odeur va rester pendant très longtemps. On aurait pu en fait mourir intoxiqué par cette fumée, parce que ça arrive souvent comme ça dans les incendies. On meurt pas enfin, on peut mourir brûlé, mais bien souvent on meurt d'abord intoxiqué par les fumées. Surtout qu'on est en train de dormir en pleine nuit. La fumée aurait fini par se propager sous les portes et rentrer dans notre chambre. Donc on aurait pu mourir intoxiqué. Et ce qui nous a sauvés, c'est le fait que ce courant d'air m'ait réveillée. Voilà. Donc je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui a voulu me prévenir et qui a voulu que je sorte de cette chambre. Donc ça, c'est une belle histoire. On en arrive à une histoire un peu plus lourde, un peu plus sombre, qui n'est pas si vieille que ça, puisque cette histoire s'est déroulée en 2020. En 2020, on vend l'appartement dont je vous parlais et avec mon mari, on achète une maison à quelques kilomètres de là, dans une petite ville à côté de Lille. Et j'ai un coup de cœur, mais un vrai coup de cœur pour une maison de 1930. Elle est vraiment particulière, cette maison, elle n'est pas faite comme les autres. À la base, nous avons vendu notre appartement parce que nous avions pour projet d'aller vivre dans le sud de la France. On avait engagé un tas de démarches. Et puis ma belle-sœur est contrainte, suite à des violences conjugales, de quitter son domicile avec sa petite fille de 4 ans, dont mon mari et moi sommes parrain et marraine. Du coup, on décide de mettre tout en stand-by. L'appartement est vendu, mais de trouver une maison dans le secteur. Mais il nous faut 4 chambres pour qu'on puisse y loger tout le monde. Donc les maisons 4 chambres sont plutôt rares, du moins avec le budget qu'on a aussi. Du coup, je trouve cette maison qui est très bien par rapport à nos besoins. Elle est parfaite, elle a 4 chambres, elle est grande, elle a du cachet, elle a du charme. Et je m'y sens vraiment très très bien. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Je fais attention à ça depuis déjà quelques années. Par rapport aux expériences que j'ai pu vivre. J'essaie de me renseigner un peu sur le lieu. Bon, voilà, c'était devenu instinctif de faire ça. Je visite cette maison avec ma belle-sœur, puisque mon mari travaille encore en déplacement à ce moment-là. Il n'est là que le week-end, donc il faut aller assez vite. On a peu de temps devant nous. La situation de ma belle-sœur est compliquée, donc voilà, on veut aller vraiment au plus vite. Et donc, il me dit que si la maison me plaît, on peut faire une proposition d'achat. Donc, on achète cette maison. Entre deux, il y a le Covid, etc. Donc, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. On arrive à avoir la maison fin avril. Les 6 premiers mois de vie dans cette maison, tout se passe bien. On vit en cohabitation donc avec mon mari, mon fils et moi, ma belle-sœur et notre filleule qui a 4 ans. Et puis à un moment donné, ma belle-sœur a une opportunité, elle entreprend des démarches pour obtenir un logement et elle a une super opportunité à 100 mètres de la maison, un appartement très récent, donc elle saisit l'occasion, elle prend son appartement. Ce qui fait qu'elle va vivre avec nous dans cette maison, puisqu'entre-temps on a dû louer quelque chose. Elle va vivre avec nous dans cette maison de avril à début septembre. Fin août, début septembre, elle déménage. Donc juste à côté de la maison, hein, on a vraiment une rue à traverser. Et je me retrouve donc seule la semaine dans cette maison avec mon fils qui à l'époque a 12 ans. Ma santé étant ce qu'elle est,
Avec le Covid, dans le cadre de mon travail, je n'ai pas le droit d'aller travailler en présentiel et on m'impose le télétravail, que je faisais déjà en partie. Mais là, c'est à temps complet. Voilà, je suis obligée de rester en télétravail et ça va durer un peu plus d'1 an. En octobre 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons eu un second confinement, alors un peu plus allégé que le premier, mais il y avait quand même des restrictions avec un couvre-feu à respecter. Et je ne peux toujours pas aller travailler sur place, donc je suis contrainte de rester en télétravail. Mon fils va en cours, il est au collège, donc la journée je suis seule avec mon chien, mon petit Paco, dont on parlera un peu plus tard, que nous avons adopté alors qu'il avait 3 mois, quelques mois auparavant. Donc on l'a eu pour Pâques. Et il partage nos vies. Donc c'est encore un chiot, mais c'est un petit staffy. C'est une race qui a un peu pot de colle. C'est un gros bébé. D'ailleurs, il a 4 ans aujourd'hui. C'est toujours un gros bébé. Et donc il est tout le temps avec moi. Donc je travaille au premier étage de cette maison. La maison, donc on a un rez-de-chaussée classique, hein, salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, un petit jardin, un garage et un magnifique escalier, un peu en forme de colimaçon, qui m'a d'ailleurs charmée lorsque j'ai visité cet endroit. Au premier étage, nous avons donc sur la droite une chambre parentale, qui est notre chambre, face à cette chambre, la chambre de mon fils, et au milieu, un palier relativement grand, équipé d'une prise, avec de la lumière, il y a des fenêtres, donc j'y ai installé mon bureau pour télétravailler. Au second étage, il y a sur la droite la chambre de ma belle-sœur et en face la chambre de ma filleule. Donc ces chambres restent vides à partir du mois de septembre. Je n'ai pas encore réaménagé la maison. Pour l'instant, tout est vide. Il y a juste un canapé qui est entreposé là-haut, une garde-robe vide et une table. Une petite table de bureau, enfin voilà, une petite table. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à cet endroit. Et donc moi, je télétravaille au premier étage sur le palier, ce qui fait que je tourne le dos à l'escalier. Un jour, alors que je suis en train de travailler, très concentrée sur mon travail, j'entends des bruits, des claquements répétitifs. Mais je suis dans mon activité et je me dis que c'est certainement le nouveau frigo qu'on vient d'acheter qui fait des bruits. Je n'y prête pas plus attention que ça sur le moment. Je suis concentrée dans mon activité, mais je me rends compte que ces bruits sont là toute la journée quand même. Et de la façon dont j'étais positionnée, j'avais l'impression qu'ils venaient du rez-de-chaussée. Un jour ou deux se passe, j'entends toujours ces bruits, et là je me dis, ça commence à être bizarre quand même, il faudrait que j'aille voir ce frigo, parce que il est tout neuf, on vient de l'avoir, il va falloir que j'appelle le service après-vente. Je me lève de mon bureau pour descendre, puisque j'ai l'impression que le bruit vient du rez-de-chaussée, et en arrivant, en m'approchant de l'escalier, je m'aperçois qu'en réalité, le bruit vient du deuxième étage. Et là, patatras, je suis pétrifiée, j'ai peur. Et j'ai bien compris, déjà avec l'expérience que j'ai eue, que le fait d'avoir peur, le fait de rendre tous ces phénomènes possibles et d'y prêter attention, les amplifie. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, je faisais en sorte de l'ignorer complètement. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'ignorais à chaque fois. Pour ne pas ressentir de peur, pour ne pas amplifier les phénomènes. Ça, je l'avais très bien intégré au fur et à mesure des années. Sauf que là, je suis seule, je me rends bien compte qu'il n'y a rien au deuxième étage qui peut expliquer ces bruits, et la peur m'envahit, c'est incontrôlable. Je reste là à écouter, et plus j'écoute, plus j'entends des bruits. Et donc je décide de prendre mon téléphone portable pour enregistrer ce son. Je ne sais pas pourquoi. En me disant qu'il va falloir que j'explique ça à mon mari et qu'il risque de ne pas me croire parce que c'est quelqu'un qui est très sceptique sur ce type de phénomène, certainement par peur aussi, mais voilà, il met de la distance avec tout ça, il essaie toujours de rationaliser, même ce qui ne peut pas l'être, mais bon, c'est comme ça, donc je respecte ça et du coup je me dis, il va pas me croire, donc je vais enregistrer ce son. Et j'envoie un message à ma belle-sœur en disant il y a de drôles de bruits dans la maison parce qu'elle a déjà vécu certaines péripéties avec moi. Et ma belle-sœur arrive en pensant qu'il y avait peut-être un cambrioleur qui essayait d'entrer dans la maison. Donc je lui dis non, non, pas du tout, je lui explique. Elle entend les bruits, on va à deux, armés de courage, à deux, on va au deuxième étage et il n'y a rien.
Il n'y a rien qui peut expliquer ces bruits. Il n'y a rien. Il y a un canapé, deux meubles, et ça claque, ça claque. On ne sait pas d'où ça vient. On regarde si c'est les tuyaux. Les tuyaux sont froids. Enfin, il n'y a rien qui peut expliquer de manière rationnelle ces bruits. Quelques jours se passent et je me rends bien compte que les bruits s'intensifient. Je me sens de plus en plus mal à l'aise dans cette maison. J'ai peur. Et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc j'ai l'idée de laisser en haut de la maison, donc dans la pièce d'où j'ai l'impression proviennent les bruits. Sur le canapé, je décide de laisser mon téléphone portable enregistré en mode dictaphone pendant que mon fils est à l'école, ma filleule est à l'école, ma belle-sœur est avec moi et il y a bien sûr mon petit Paco. Et je laisse poser mon téléphone et nous allons dans le jardin pendant une dizaine de minutes pour n'émettre vraiment aucun bruit dans la maison. Au bout de 10 minutes, on part récupérer le téléphone et puis on écoute ce que ça a enregistré. Et là, mon sang se glace à nouveau. J'entends des bruits, des claquements que j'avais l'habitude d'entendre, mais j'ai la sensation d'entendre des objets tomber et rouler sur le sol. Donc à l'étage, c'est du parquet flottant, donc ça fait un bruit bien reconnaissable en fait. Et on a vraiment l'impression qu'il y a de la vie là-haut, alors que personne n'est dans la maison. Et juste avant de remonter, récupérer le téléphone, on entend une voix qui dit « Non !» Et là, je suis terrorisée. Je suis terrorisée, je ne sais pas quoi faire. Je vous passe les quelques extraits, alors je ne vais pas vous mettre toute la bande parce qu'il y a 10 minutes et il y a des moments où il ne se passe rien, ça va être long. Je vais vous sélectionner quelques extraits des sons qu'on a pu capter et de la voix et je vous laisse écouter tout ça. Allez, viens pas. Viens. Allez, on y va.
Voilà ce que j'avais au quotidien. Le problème, c'est que maintenant, j'ai peur. Je suis seule avec mon fils toute la semaine. J'en parle à mon mari qui me dit que c'est telle explication. Bon, ça fait 6 mois qu'on vit là, il s'est jamais rien passé. Et puis commencent à arriver d'autres phénomènes surtout. C'est-à-dire que mon fils est réveillé chaque nuit. Toutes les nuits, je me réveille à 1h56 du matin. Et je vais systématiquement voir dans la chambre en face mon fils. Et systématiquement, pendant plusieurs jours, je le retrouve assis sur son lit, avec les yeux grands ouverts, comme s'il était en train de faire une crise de somnambulisme. Je lui parle en lui demandant ce qu'il fait, il ne sait pas. Et ça va durer comme ça pendant plusieurs jours, et toutes les nuits à la même heure. J'entends marcher la nuit sur le palier devant ma porte. Je sens que je ne suis pas seule, je me sens vraiment pas bien du tout. Je commence à ressentir comme si on me mettait des coups de couteau au niveau du sternum, des douleurs. Donc sur le coup, je me dis que c'est peut-être à cause de l'angoisse que je ressens, mais c'est vraiment très fort. Les lumières clignotent, la télé s'allume et s'éteint toute seule, la cafetière se déclenche, j'ai plein de problèmes avec mes appareils électriques, l'alarme se déclenche en pleine nuit, le courant se coupe en pleine nuit. Mais c'est comme ça quasiment toutes les nuits. La journée, j'ai tellement peur que je me confine moi-même dans mon salon qui ferme. Il y a une porte qui permet de vraiment s'isoler et je passe mes journées à télétravailler dans ce salon. Je n'arrive plus à rester à l'étage. Ma maison me terrorise. Le problème, c'est qu'on est en plein confinement. Je viens de l'acheter. Je ne peux pas partir comme ça. C'est très compliqué. Et mon mari n'est pas là la semaine, donc je me sens vraiment seule. Mon chien se met à attaquer des présences invisibles. Il est encore chiot, il a quelques mois, il est adorable. Il l'est toujours d'ailleurs. Mais il voit des choses et il les attaque. Il a les poils du dos complètement dressés, il grogne, il aboie dessus. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Je décide de consulter un médium que je trouve en fouillant un peu sur Internet, qui pratique ce qu'on appelle les dégagements, les nettoyages de lieux et les dégagements d'habitation. Parce que moi, je me dis que ma maison est hantée. Forcément, la maison est hantée et j'ai besoin d'aide. Et là, je n'arrive pas à contrôler ma peur. Même la nuit, pour aller faire pipi, je dois réveiller mon fils ou mon mari quand il est là pour m'accompagner parce que je n'arrive plus à rien faire seule. Je suis prisonnière de ma peur et de ma maison. Et c'est vraiment très très compliqué à vivre. Donc je vais voir ce médium. Alors la première chose qu'il me dit, c'est que je suis moi-même médium. Et là, je me dis qu'il est fou. Et que c'est pas pour ça que je viens le voir et que j'ai pas envie. Absolument pas envie. Et que j'ai juste besoin d'aide parce que il y a quelque chose qui va pas dans ma maison. Donc dans un premier temps, il me conseille des pierres, de l'encens. Il me donne quelques conseils, mais rien n'y fait et les phénomènes continuent à empirer. Mon fils dort désormais avec moi, mon chien aussi. On est tout le temps ensemble. Ma belle-sœur essaye un maximum d'être présente, elle dort avec moi. On met des matelas par terre dans la chambre pour les enfants. On dort en fait tous dans la même pièce parce que la nuit, c'est les phénomènes empirent. Et en plus, je commence à entendre des voix et à voir ce qu'on appelle des flashs, à voir aussi des brumes blanches circuler dans la maison. Je commence à percevoir un tas de choses et ça me terrorise encore plus, donc les phénomènes s'intensifient encore plus, puisque quand on a peur, on dégage énormément d'énergie qui permettent de nourrir les entités. Et je retourne voir ce médium assez rapidement, qui m'oriente vers quelqu'un d'autre, parce que lui ne se sent pas capable d'intervenir. Et il me donne les coordonnées d'un monsieur, mais qui vit à 40-50 km de là et qui ne peut pas se déplacer. Donc il me demande un tas d'informations sur moi, ma famille, des photos. Il regarde ce qu'il peut faire. Et pareil, il me dit en tout premier lieu que je suis médium. Donc là, je me dis, c'est étrange, c'est la deuxième personne qui me dit ça, mais je veux toujours pas en entendre parler. Et il me dit qu'il y a effectivement quelque chose dans ma maison qui n'est pas très positif et qui va faire le nécessaire et qui me rappelle quelques heures plus tard. Il faut savoir qu'entre deux, j'ai parfois découché de la maison
pour pouvoir souffler un peu, enfin du moins c'est ce que j'espérais parce que je n'arrivais plus à dormir, donc j'étais épuisée. Et j'allais dormir chez ma belle-sœur parfois, sauf qu'on venait même là-bas me hurler dans les oreilles, qu'il se passe les lumières qui clignotaient, enfin en fait ça me poursuivait partout. Ça me poursuivait vraiment partout et je me suis bien rendu compte à un moment donné que le problème venait peut-être de la maison, mais qu'il y avait aussi quelque chose qui était directement lié à moi. Et quand je dormais en dehors de la maison et que je rentrais, il y avait une odeur de brûlé partout dans la maison, qui était inexplicable bien sûr, qui a été constatée par des témoins, comme un avertissement en fait, à chaque fois que je partais de là. Donc je me sentais vraiment prise au piège. Et puis ce médium fait ce qu'il a à faire, il me rappelle quelques heures plus tard, et il m'explique qu'il n'a pas voulu m'en parler pour pas que j'ai peur, mais qu'il y avait effectivement quelque chose dans cette maison, donc des âmes un peu errantes, un peu perdues, qui seraient attirées par ma présence, mais aussi une entité très malveillante, ce qu'on va appeler un démon. Il faut savoir que je sentais toujours ces coups de poignard au niveau du sternum, et un jour, il est arrivé que je perde connaissance. J'ai fait un malaise, je suis tombée par terre, alors je venais de me lever un matin, devant mon fils et mon chien qui me griffaient. Je n'arrivais pas à bouger, je n'arrivais pas à réagir. J'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Je sentais la douleur sur mon corps, mais pendant une dizaine de minutes, il m'a été impossible d'ouvrir les yeux, ne serait-ce que d'ouvrir les yeux, de bouger, de parler, de rien. Et en fait, il s'avère que cette entité essayait de m'incorporer. Comme elle a essayé d'incorporer mon fils, d'où les crises de somnambulisme, puisqu'il n'en a jamais fait avant, il n'en a plus fait après cet épisode. Voilà, c'est une situation qui est vraiment ingérable, qui m'atteint physiquement, qui atteint mon fils. Et ma plus grande obsession, c'est de nous protéger, de les protéger, qui atteint mon chien, qui parfois se met à couiner et à venir se cacher dans mes jambes, qui est aussi tout le temps dans la peur, je le vois bien, hein, il est tout le temps aux aguets, il continue à attaquer, enfin, ça devient insupportable. Une fois, j'étais même sortie avec mon mari chercher du pain, et avec mon chien. Mon fils a souhaité rester dans la maison parce qu'il était en train de faire ses devoirs, on en avait pour quelques minutes. Et il m'a appelé en fait sur la route parce qu'il était dans sa chambre en train de travailler. Et de là où il était, il entendait le tiroir de la cuisine dans lequel étaient rangés tous les couverts s'ouvrir et se refermer de manière frénétique. Et il avait peur. Et en fait, cette entité se servait de nos peurs pour se nourrir, et plus on avait peur, plus elle pouvait se manifester, plus elle pouvait nous terroriser. Et l'objectif final, c'était bien de pouvoir nous incorporer. Le médium a fait ce qu'il a pu à distance. Ça a un peu apaisé les choses, mais les phénomènes continuaient malgré tout. Et donc, il m'a demandé de faire le nécessaire moi-même, en me transmettant un protocole et des prières, en disant que j'étais capable de le faire et qu'on me demandait de le faire. Donc, ne sachant pas trop comment m'y prendre, bon, il m'a donné des explications, mais ça me paraissait complètement fou, en fait, de faire ça. Je l'ai fait, contrainte et forcée, parce que j'avais vraiment aucune autre solution. Dans ces moments-là, on ne sait absolument pas vers qui se tourner. L'Église n'intervient pas forcément, enfin c'est de moins en moins le cas. Je me sentais très très seule. Et donc j'ai fait le protocole qu'il m'a demandé, et suite à ça, les phénomènes se sont apaisés, du moins pour la plupart. Je n'ai plus été attaquée, et mon fils non plus. Donc on a pu reprendre une vie à peu près normale. Mais depuis cet instant, plus rien n'a été normal en réalité dans ma vie, puisque j'avais quand même ouvert une porte chez moi. Et du coup, j'ai été confrontée à des phénomènes autres, hein, c'est-à-dire des contacts avec des défunts ou ce genre de choses. Et j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, davantage au paranormal, et à vraiment comprendre tout son fonctionnement. Parce que moi, la seule culture que j'avais de ça, c'était les films d'horreur. Donc vous imaginez un peu la vision que j'avais de l'invisible, qui a bien sûr évolué fortement depuis. Mais voilà, ça a été, alors pas mon premier contact avec l'invisible, hein, puisque j'avais eu plein d'expériences, mais le contact le plus difficile à gérer pour moi à l'époque, puisque je me suis retrouvée vraiment coincée à un moment donné, et dans une terreur constante. Donc j'ai appris à évoluer, à comprendre ce qui se passait, à me chercher, à me trouver, j'espère.
Voilà, j'ai testé un tas de choses, travaillé beaucoup sur moi aussi. Et au fur et à mesure, la peur s'est atténuée. Voilà pour l'histoire de l'os, je vous ai vraiment fait un raccourci énorme, mais c'est pour bien comprendre un petit peu pourquoi j'en suis là aujourd'hui et par quoi je suis passée, par quoi mon fils est passé. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais vraiment l'impression de devenir folle, hein. J'ai demandé à mon mari de me faire interner parce que je pensais devenir schizophrène, parce que quand vous commencez à voir des gens que vous ne connaissez pas ou à entendre des voix du jour au lendemain, ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Ce qui m'a sauvée, c'est l'enregistrement que je vous ai partagé, parce que je n'ai pas pu l'inventer. Et mon fils qui voyait et qui entendait parfois les mêmes choses que moi. Pas tout le temps, mais parfois. Et il a su me décrire ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qui correspondait à ce que je vivais aussi. Donc je me suis dit, si on est deux, eh bien peut-être que je ne suis pas si folle que ça. Voilà. Et puis bon, après j'ai fait d'autres rencontres, d'autres médiums, qui à chaque fois avaient le même discours à mon sujet. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. Il y a des gens qui voudraient à tout prix être médium en pensant que c'est magnifique, que c'est magique. Alors oui, il y a de très belles choses qu'on peut voir et qu'on peut vivre quand on a un pied dans cet univers. Mais il y a aussi le côté obscur, qui est beaucoup moins sympathique. Ça transforme votre vie en fait. J'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Il y a de très bons côtés, mais il y a aussi des côtés plus difficiles à vivre. Et c'est pas que des paillettes et des licornes. Enfin voilà. Ça, il faut bien en avoir conscience quand même. Cette maison, on va y rester 2 ans. Et j'ai adoré cette maison, mais mon mari, ma belle-sœur ayant repris un appartement, la maison c'est vrai qu'elle était devenue grande pour nous, il avait envie d'autre chose et donc on s'est un petit peu éloigné de la ville pour partir vivre à la campagne. On cherchait une maison avec un grand jardin, voilà, histoire d'avoir vraiment notre petit cocon comme on l'avait toujours voulu en fait. Donc on avait des critères assez précis. On a cherché quelques temps, on a très rapidement réussi à vendre la maison et donc il fallait absolument qu'on trouve une autre maison. Je cherchais une maison dans un secteur bien précis pour me rapprocher de ma mère, mes frères et sœurs. Et finalement, à chaque fois qu'on trouvait quelque chose qui aurait pu convenir, soit c'était beaucoup trop cher, soit il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans la maison qu'on allait visiter, qui ne nous convenait pas. On voulait vraiment se poser, parce que bon, vous l'avez compris, on a déménagé pas mal de fois, hein. Et donc là, on voulait vraiment trouver quelque chose avec une certaine exigence en fait dans les critères qu'on avait donnés, auxquels on ne voulait pas déroger. Et un peu par hasard, on trouve une annonce un jour ou un dimanche sur le Bon Coin d'une maison qui pourrait tout à fait correspondre, mais qui n'était pas dans le secteur qu'on souhaitait. C'était à une demi-heure de l'endroit où on vivait et une demi-heure de chez ma maman. Donc ça faisait un peu comme un triangle en fait. Mais du coup, on quittait le nord pour aller dans le Pas-de-Calais. On s'est dit pourquoi pas, on va aller visiter. On appelle l'agent immobilier qui est un indépendant, donc c'est un numéro de portable. Un dimanche, mon mari essaie d'appeler, ça répond et on arrive à avoir une visite dans la journée. Avant d'y aller, la dame nous dit toutefois qu'il y a eu un décès dans cette maison et qu'elle préfère nous prévenir. Donc mon mari me regarde et sourit parce qu'entre-temps, voilà, j'avais évolué dans ma médiumnité. Et il sait que ben, du coup, c'est plus forcément quelque chose qui m'effraie. Mais lui, il est emballé par cette maison. Moi, je suis un peu plus réservée en disant d'abord, on va voir comment je me sens dedans, parce que c'est pas parce qu'il y a eu décès qu'il y a forcément occupation de la maison. Sur la route, malgré tout, je capte quelques informations et je sais que c'est une femme qui s'est suicidée dans cette maison. Donc ça, je le garde pour moi, pour pas inquiéter mon mari et mon fils. On arrive là-bas et dès que je rentre dans cette maison, je me sens très très mal. Dès la porte d'entrée, j'ai l'impression de traverser un mur. Je me sens très très mal, au bord du malaise. Et il y a plein d'émotions très lourdes qui se mélangent. De la colère, de la tristesse. C'est compliqué. Donc je sais qu'il s'est passé quelque chose de lourd. Ça confirme les informations que j'ai eues au cours de la visite. Donc la maison nous plaît. Elle a tous les critères qu'on souhaite. Vraiment tout. Jusqu'au palmier que je voulais avoir dans mon jardin. Elle a vraiment tous les critères. On fait la visite, je demande à l'agent immobilier si je peux aller seule en haut pour faire une vidéo, pour montrer à ma famille, etc. Elle m'y autorise. Mon mari reste en bas avec mon fils et l'agent immobilier. Et lors de la visite, je parle à voix haute. Je sens qu'il y a quelqu'un, je parle à voix haute en disant qu'on n'est pas là pour déranger cette personne, mais que
On a l'intention probablement d'acheter cette maison, qu'on va en prendre soin. Et lorsque je filme, je vois une forme un peu floue. Bon, je repasse dans le même endroit, je la revois. Je descends et on finit la visite. On va visiter le garage qui est attenant à la maison par la cuisine. Et là, 5 minutes après être revenu dans la cuisine, une fois que la porte a été fermée et tout, on entend un gros bruit provenant du garage. L'agent immobilier se fige, nous regarde, se demande si elle doit aller voir ce qu'il se passe. Il faut savoir que le monsieur qui vivait encore là n'y vivait plus vraiment. Il ne souhaitait pas être présent pendant les visites parce que c'était trop difficile pour lui. Il y avait très peu de meubles et il avait stocké la majorité de ses affaires qui restaient dans le garage sur des étagères. Parmi ces affaires, il y avait un carton avec des photos et une photo de la dame qui était décédée. Et la photo, en fait, le bruit qu'on a entendu, c'est le cadre de cette photo qui était tombé sur le sol. Donc, je vous laisse imaginer la suite. On s'est bien dit qu'il y avait une petite manifestation quelque part. Mon mari pose des questions sur le prix de la maison, le pourquoi le monsieur vend, etc. Et on apprend que, en fait, la dame s'est suicidée dans la maison. Donc, j'ai confirmation des informations que j'ai. Il faut savoir que nous sommes en février lorsqu'on visite cette maison. La dame et son compagnon étaient très jeunes, tous les deux policiers. Ils venaient de Caen à la base et en fait ils ont emménagé dans la maison au mois d'octobre. Et la jeune femme s'est tuée avec son arme de service dans la maison, mi-janvier. Donc ça a été très rapide. Malgré tout, je sens que c'est très très lourd, mais je me sens en capacité de faire quelque chose. Et on a un coup de cœur pour la maison, donc on va acheter cette maison. On a les clés au mois de mai, on emménage. Et dès le lendemain matin, je me lève, j'ai la porte du garage qui est ouverte, alors qu'elle était normalement fermée à clé. Je m'approche dans la cuisine, on avait déjà installé pas mal de choses, et mon mari a une grosse cafetière, moi je ne bois pas de café. Je rentre dans la cuisine et là la cafetière s'allume toute seule, elle se met en route. Et à voir les lumières très souvent qui vont clignoter. Je sens que la dame qui est là a besoin d'aide et donc je vais pendant quelques temps beaucoup parler avec elle, la rassurer et l'aider à partir en fait. Et puis un beau jour, elle est partie. Donc aujourd'hui, je vis toujours dans cette maison et tout se passe bien. J'ai parfois de la visite, mais ça c'est lié à pas forcément au lieu. Mais voilà, il fallait le faire quand même, qu'on tombe sur cette maison avec cette histoire-là et tout ce qui s'est passé derrière. Il s'est passé quand même quelques petites choses. Alors encore une fois, là c'était pas vraiment effrayant, je sentais plus de la détresse et le moyen d'attirer mon attention. Mais rien d'effrayant. Une autre histoire très récente, celle-là, et c'est pour ça à la base que j'ai souhaité faire cette vidéo, parce que je me rends compte que il se passe quand même régulièrement des phénomènes et que depuis quelque temps, j'ai eu envie de mener des enquêtes paranormales pour récolter aussi des preuves matérielles de tout ça. Parce que moi, ce que je vis, j'en ai conscience, mais c'est bien aussi parfois de pouvoir avoir des confirmations et de le partager à d'autres qui ne perçoivent pas le monde comme je peux le percevoir, et du coup d'apporter des éléments tangibles. Donc j'ai pris parfois pour habitude, comme je l'avais fait lors des manifestations dans ma maison précédente, d'enregistrer certains phénomènes. Là, la problématique que j'ai depuis quelque temps, c'est lié à mon chien, mon petit Paco, qui a 4 ans et demi aujourd'hui et qui depuis le début de cette année a des comportements parfois très très étranges. C'est-à-dire qu'il se met à se figer et à être un peu comme au ralenti, comme hypnotisé. La première fois que ça s'est produit, j'étais assise dans le canapé, il s'est levé et il a eu un drôle de comportement. Je l'ai observé et comme ça durait, je l'ai filmé parce que j'avais beau l'appeler, il ne réagissait pas. Et je voyais qu'il y avait quelque chose devant lui, une présence. Et donc j'ai voulu voir ce qu'il se passait. Et donc je vous mets la vidéo que j'avais filmée à l'époque, où on a vraiment la sensation qu'il est comme figé et qu'il est en train de se faire caresser. Je le vois pas terrorisé, mais pas à l'aise non plus. Mon chien est tout le temps avec moi, donc je connais parfaitement son comportement. Ce qui m'étonne, c'est que quand je l'appelle, il ne vient pas. Quand je me lève du canapé pour aller dans ma cuisine, il ne me suit pas, alors que d'habitude il le fait systématiquement. Il a vraiment un comportement bizarre. Donc je vous montre la scène.
Tiens, bon copain, t'en veux une, hein? Aide-moi à sortir de la baignoire. Non, pas ça. On choisit un restaurant au hasard sans avoir fait de recherche sur Internet? Ouais. Génial. C'est comme ça que le jeudi tout est permis se transforme en le vendredi c'est dysenterie. Si vous essayez la fusion des saveurs d'Asie. La fusion des saveurs d'Asie. Tu sais bien, j'essaye d'oublier la science. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Mais elles devaient travailler tard. Et Amy n'a pas l'air malade. Pourquoi est-ce qu'elles nous ont menti? C'est une bonne question. Amy et Bernadette. Amy et Bernadette. Pourquoi vous nous avez menti? Oh, écoute ça. Meurtre, cannibalisme et rituels sataniques sont seulement quelques-unes des 1000 horreurs qui vous attendent. Je viens d'aider ma mère à sortir de la baignoire. J'ai un point d'avance sur toi, Paul Viorat. T'es un bon fils. Je sais pas comment tu fais. Les serviettes de plage. Les serviettes, c'est ça, mon secret. Allez, on le met. On en finisse. Ah, c'est dégoûtant, il y a un cheveu. Eh ben, tu vas avoir du mal, qu'est-ce que ça fait, toi? Tu devais bosser tard. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Et toi, Amy, tu m'as dit que tu étais malade. Je te trouve aussi pâle et fatiguée que d'habitude. Excuse-moi, il fallait que je fasse une pause. Tu étais tellement obsédée parce que tu allais faire après la théorie des corps. Et on voulait juste une soirée où Ça va, Paco? de t'entendre te plaindre à propos de ton tournage. Paco, viens. Mais ça veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Je me suis plainte tant que ça à propos de ce film. Toi aussi tu penses ça? Moi aussi, je t'aime. Vous savez quoi? Est-ce que ça va me faire du bien de faire une petite pause loin de tout ça? Déjà, on s'en va. Mais où est-ce qu'on va? On va jouer au jeu du tout est permis. Tu vas parler des trucs scientifiques et je vais me plaindre de mon film. Et on se tiendra l'un à l'autre. C'est ce que font les vrais amis. Ok. Si je devais choisir maintenant, je pense que je pourrais mettre sur moi. Paco, viens, maman. Viens, mon chien. Ce comportement va se réitérer. Mon mari et moi, on se pose des questions. J'avais bien perçu quelqu'un. J'ai montré la vidéo à une amie médium qui me confirme ça. Mais ça se calme en fait. Il y a des moments d'accalmie où ça se reproduit pas. Quelque temps après, ça se reproduit à côté de la plante devant laquelle Paco était, qui avait bougé de place entre deux. Donc on se demande si c'est lié à la plante. Donc, comme il va répéter plusieurs fois ce comportement devant mon mari, on va décider de mettre la plante à l'écart dans mon bureau qui est au rez-de-chaussée. Et il va recommencer. Il va recommencer alors au départ dans mon bureau près de la plante. Et puis après, dans mon bureau, mais à d'autres endroits, près de la baie vitrée. Paco. Paco. Viens ici. Paco. Viens ici. Paco. Viens. Allez, viens. Viens. Viens ici. Bah alors. Il va le refaire dans le salon alors que la plante n'est plus là. J'ai filmé un moment quand il le faisait dans mon bureau. On a l'impression qu'il donne la patte à quelqu'un. Je sens une présence. Je crois que c'est un homme. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un et j'ai beau demander à ce qu'on laisse Paco tranquille, ça se reproduit en fait. Mais je n'arrive pas à établir de contact direct, donc c'est un peu compliqué.
Et puis mon mari, pour en avoir le cœur net, me dit ben, mets une caméra que tu utilises lors de tes enquêtes dans le salon la nuit pour qu'on puisse voir ce qui se passe avec Paco. Parce que pendant un temps, il y a quelques temps de ça, pendant environ 2-3 semaines, Paco avait très très peur le soir quand il voyait que je m'apprêtais à aller me coucher. Il n'a pas le droit d'aller à l'étage, il y a une barrière comme une barrière de bébé en fait en bas de l'escalier. Il a toujours été habitué à dormir seul, remis dans la période démon dans mon ancienne maison. Sinon, il a toujours été habitué à dormir tout seul et ça pose aucun souci. Et là, le soir, pendant 2-3 semaines, il a commencé à se précipiter en fait en bas de l'escalier dès qu'il voyait que je fermais les volets, que j'allais aller me coucher, et à forcer le passage. Je voyais bien qu'il était très très stressé. Donc on décide de mettre cette caméra et je vous laisse découvrir les images et les sons que j'ai pu capter.
Donc voilà, on entend des bruits. Donc au moment où cette vidéo a été tournée, c'est assez récemment, hein. Mon mari, mon fils et moi étions en train de dormir. On voit Paco qui se réveille en sursaut, qu'il y a des bruits. On entend une voix d'homme. J'aperçois même Paco qui est en train de lécher quelqu'un dans le vide. À un moment donné, j'ai la sensation que Paco, quand il essaye de remonter dans son fauteuil, on lui tire les pattes arrière, on le bloque pour qu'il ne puisse pas monter. Il attend et après il arrive à monter. Et quand il passe dans le salon, il s'arrête à un moment donné, il est tout le temps en train de regarder vers le canapé. J'ai de nouveau demandé à ce qu'on laisse Paco tranquille. Pour l'instant, ça a l'air de s'être calmé. Je vais essayer de gérer ça. J'apprends encore des choses. Je suis confrontée à ce genre de phénomène très régulièrement, donc j'apprends aussi un peu sur le tas avec l'expérience. Je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est pour Paco par la suite. Mais voilà, c'était important pour moi de vous partager ces quelques histoires. J'en ai beaucoup d'autres, mais voilà, je voulais vraiment vous partager celles-là que j'ai sélectionnées, qui m'ont profondément marquée. Et pour certaines pour lesquelles j'ai quelques preuves matérielles à vous montrer, enfin, du moins que moi j'estime être des preuves. Après, je sais qu'il y a des personnes qui seront toujours sceptiques. Mais avec ce que je vis en parallèle, je ne peux pas nier l'existence de ce monde-là. Et ça m'aide aussi, moi, à comprendre ce qu'il se passe. C'est aussi pour ça que je fais les enquêtes. D'une part, parce que aujourd'hui je suis passionnée par cet univers. Ça me permet aussi de comprendre un peu, à chaque fois, un peu plus le fonctionnement de l'invisible à travers les échanges qu'on peut avoir, de comprendre les différentes manifestations qu'on peut avoir, à les identifier, à tester mes ressentis et mes perceptions, mais à les faire évoluer. Mais aussi la possibilité d'apporter mon aide aux âmes en souffrance quand c'est nécessaire, quand elles le souhaitent, ou à apporter mon aide aux personnes qui sont confrontées à des phénomènes de hantise comme j'ai pu l'être, qui se retrouvent dans un état de souffrance et de peur comme j'ai pu l'être, et voilà, de leur proposer mon aide pour tout type d'entité dans la mesure où j'en suis capable. Après, si je n'en suis pas capable, je peux orienter vers quelqu'un d'autre. J'espère que vous comprendrez un peu mieux mon histoire à travers ces anecdotes. Peut-être que certains d'entre vous se retrouveront dans ce que je partage. Je sais qu'il y a des personnes parmi celles et ceux qui me suivent qui m'ont déjà fait part de leurs aventures, qui sont parfois similaires à ce que j'ai pu vivre. Je vous demande toutefois de rester toujours dans le respect et la bienveillance. Si vous avez des doutes, si vous êtes sceptique, c'est tout à fait votre droit. Et voilà, je le comprends, mon mari est comme ça, malgré que peu à peu, par la force des choses, on va dire, il commence à s'ouvrir de plus en plus à ses possibilités, parce qu'il a été témoin de pas mal de scènes. Mais je peux tout à fait comprendre, moi, pendant des années, j'ai fait comme si tout ça n'existait pas, par instinct de survie et de protection presque, parce qu'à chaque fois, je me rendais bien compte que quand j'y prêtais attention, et que quand j'avais ce sentiment de peur qui commençait à m'envahir, les phénomènes avaient tendance à s'intensifier. Donc j'ai fait vraiment blocage, et c'est comme si à un moment donné on m'avait plus laissé le choix en fait que d'affronter ces situations et d'y être confrontée. Voilà. Si vous avez envie de réagir, de mettre un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez envie de partager votre histoire, vous pouvez le faire, soit sur le groupe Facebook, le groupe public Enquête d'Invisible, soit en me contactant si vous souhaitez, je puisse transmettre votre histoire lors d'une interview, soit en vocal comme je le fais aujourd'hui, soit en visio si vous souhaitez partager votre expérience. N'hésitez pas, ça peut servir à d'autres, ça permet aussi parfois d'avoir des réponses, mais ça peut aussi servir à d'autres qui pourraient se reconnaître dans ces situations, parce que, croyez-moi, avec tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie et surtout au cours de ces 3-4 dernières années, avec tout ce que j'ai pu voir, je me rends compte qu'à peu près tout le monde a vécu à un moment donné une expérience paranormale, et que bien souvent les gens ont peur d'en parler parce que c'est encore très tabou. Moi, je veux libérer la parole et être dans le partage, c'est vraiment mon objectif principal. Donc si vous souhaitez partager vos expériences, même de manière anonyme, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, je respecte votre souhait. Et si vous n'avez rien vécu ou que vous souhaitez garder cela pour vous, eh bien c'est ok aussi.
En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très vite pour d'autres aventures, d'autres partages, d'autres expériences. D'ici là, prenez soin de vous et bonne journée à vous. À bientôt.